Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là donc pour la dernière table ronde du cycle de conférences et événements qui accompagne donc l'exposition Ville Vivante, qui est donc ici et que vous avez pu découvrir, j'imagine, et qui sera là plus très longtemps. Donc, il faudra en profiter encore ce soir et puis après, sinon, prendre le livre qui est à disposition. Et donc, c'est organisé par le WAO, qui est le centre d'architecture de la ville. L'événement est aussi, il y a aussi l'appui de l'école d'architecture et que dire d'autre. Et voilà, au Bazar Sanso, qui est le lieu qui est ici. Et donc, on a le plaisir ce soir de parler de jardiner en ville avec Elena Carmagnani, qui est donc architecte et qui nous vient de Turin exceptionnellement pour ce soir et qui nous parlera donc de l'association Orti Alti et du réseau Orme Orti Metropolitani, donc potager métropolitain de Turin. Michel François Delannoy, qui est membre du CA de l'association Lisière, donc qui s'occupe principalement du jardin écologique de Lille, mais qui nous racontera tout ça en détail, et de Caroline Nafeji, qui est fondatrice de Design for Change et membre également du CA de l'association Lisière. Et oui, et juste pour pas oublier de vous le dire, après donc cette table ronde qui va durer environ 1 heure, on pourra rester après au bar et faire un tour dans l'exposition et aussi parler de manière un peu plus informelle si vous voulez continuer à échanger avec les intervenants, et avec moi et avec les différentes personnes qui sont présentes ici. Voilà. Je fais juste une petite introduction. Donc moi c'est Victoria Saxé, je me suis pas présentée. J'ai présenté les autres. Je suis docteur en géographie. J'ai travaillé sur les jardins partagés comme lieu de participation citoyenne et d'appropriation de l'espace public et de création de communs en France et en Italie. Et donc c'est à ce titre que j'interagis avec nos intervenants puisque je connais un petit peu les thématiques, mais je connais pas leur terrain. Donc ça va être aussi une belle découverte. Donc juste quelques mots avant de leur laisser la parole sur les agricultures urbaines, parce que je ne sais pas qui est familier ou pas du phénomène, on en entend un peu parler, c'est devenu un peu à la mode entre guillemets, et qui naît à l'origine d'initiatives citoyennes. C'est un phénomène qui naît plutôt d'en bas, comme on dit entre guillemets, et qui ensuite a un petit peu pris plus d'ampleur, qui a été reconnu au niveau des politiques publiques, qui s'est structuré un petit peu dans le temps et dans différents territoires. Donc toutes ces questions de nature en ville sont appréhendées de manière assez diverse. Disons qu'il y a beaucoup de multifonctionnalités, qui sont reconnues de ces différents espaces et qu'on verra aussi à travers les témoignages présentés ce soir. C'est effectivement aussi étudié par des chercheurs de différentes disciplines. Donc il y a des recherches autant en sociologie, aménagement, urbanisme, des écologues, la biodiversité. Donc voilà, c'est des sujets qui sont très transversaux et qui sont aussi passionnants pour ça. Ils sont aussi portés par les citoyens, par les politiques publiques, donc par les villes, les communes, mais aussi par des acteurs privés qui s'y intéressent, et on en verra aussi certains cas. Et juste peut-être un dernier mot sur le fait que c'est un phénomène, la terminologie agriculture urbaine, c'est très lié en fait à une histoire récente, puisque avant il n'y avait pas forcément cette dichotomie campagne, ville, urbain, rural. Donc c'est le fait que ce terme puisse exister est assez récent, et lié donc au fait qu'on a un peu distingué et qu'il y a eu une grosse dichotomie qui s'est créée entre les modes de production et les modes de consommation. Et donc c'est comme ça qu'aujourd'hui on peut parler d'agriculture urbaine. Voilà, mais je vais pas vous assommer avec tout ça. Et donc on va commencer donc par Elena qui va nous parler de ce qui se passe à Turin sur ces questions. Donc, Bonsoir tout le monde. Et d'abord, merci de m'avoir invité ici. Je suis très contente d'être ici, surtout parce que c'est le dernier jour de cette expo que j'ai eu l'occasion de visiter. Et une petite digression, je trouve que c'est très actuel la ligne qui a été donnée à cette expo de mettre les animaux et la nature au centre de la ville. Donc, oublier cette vision anthropocentrique auquel on a été habitué pendant beaucoup d'années et qui aujourd'hui on est vraiment en train de changer. C'est très actuel, c'est quelque chose aussi qui est dedans l'encyclique de Papa Francesco Laudato Si, justement pour comprendre comment ce thème est vraiment central. Donc la ville qui est la ville de tous les animaux, tous les insectes, tous les
les fleuves, exactement comment cet expo a été construit. Donc, par ça, je m'appelle Elena Carmagnani, justement, je suis un architecte, et depuis beaucoup des années, on a, avec d'autres collègues, on a mis en place à Turin une association qui s'appelle Orti Alti, et qui est une organisation formée par pas seulement architectes, mais il y a aussi des urbanistes, des paysagistes, des agronomes et aussi des éducateurs. Et ce qu'on fait à Turin, c'est on nous occupe des espaces abandonnés de la ville en réalisant des potagers, des jardins de communauté. Ici, si vous avez vu l'expo, il y a un tableau qui raconte Turin aussi, parce que l'expo, aussi la ville de Turin avait été impliquée dans cette expo. Et il y a un panneau, une maquette qui rassemble tous les potagers urbains de Turin. Il y en a beaucoup, ils sont plus d'une trentaine maintenant. Et la maquette n'est pas au jour, évidemment, parce que ce sont des choses qui changent très vite. Donc, c'est très difficile de le mapper parce que ils ont des vies très différentes. Ils peuvent être des expériences courtes ou bien continuer dans le temps. Bien ils apparaissent et ils disparaissent. Et donc, à Turin, il y a un réseau qui s'appelle Orme. Là, vous voyez des images. Orme, ça veut dire Orti Metropolitani. C'est un réseau qui met en connexion toutes ces expériences de potagers dans la ville qui sont très différentes. Ce sont toujours des potagers de communauté, donc on ne parle pas de potagers individuels. Il y a aussi ça à Turin, comme dans beaucoup de villes, mais ça ne nous intéresse pas vraiment. Il nous intéresse des lieux qui sont des lieux de communauté parce que les gens font des choses là ensemble. Le fait de cultiver un potager, c'est un prétexte finalement pour être ensemble et faire des choses. Il n'y a jamais la question de la production comme question centrale de ce potager. Il ne nous intéresse pas. Oui, évidemment, on fait de la recueillette des choses, on fait de la cuisine avec ces choses-là, mais c'est pas ça. Ce ne sont pas des fermes, des fermes urbaines, ce sont des petites surfaces dans lesquelles des gens se trouvent et font des activités en commun. On peut aller montrer. Voilà, ça c'est un peu le réseau, mais vous le voyez mieux sur la maquette qui est exposée. Et donc, les potagers peuvent être sur les toits, comme ceux dont Orti Alti s'occupe, ou bien au sol. Ils peuvent être dédiés plutôt à la orthothérapie ou bien avoir des liaisons avec des autres organisations de la ville. Ils sont très différents l'un de l'autre. On a essayé récemment, au fin du mois de septembre, à le raconter dans une conférence qu'on a organisée qui s'appelait Orthorama et qui, si vous allez voir dans le site de Orme, vous allez trouver tous ces matériaux parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont très intéressantes et la ville de Turin, je dois dire que c'est une ville en Italie qui depuis longtemps s'intéresse à ce sujet. Le réseau de Orme est soutenu par la Compagnie de San Paolo, qui est une fondation bancaire qui soutient ce genre d'initiatives et il marche très bien. Merci. Donc maintenant, je vous donne la parole à Michel François qui va présenter l'association. Oui, je peux prendre l'autre. Lisière, donc c'est une association qui a été créée en 2016 et qui a repris notamment le jardin écologique créé en 86, mais voilà. Alors, donc quelques mots effectivement pour présenter le jardin écologique de Lille. Voilà, donc je suis membre de ce CA de l'association qui gère le jardin depuis tout à fait 2 ans, donc je vais évoquer ça avec en même temps beaucoup d'humilité. Caroline est aussi d'ailleurs membre du conseil d'administration. Donc l'histoire de ce jardin vraiment en quelques mots, c'est d'abord l'histoire des fortifications de Vauban, puisque en fait on se trouve à une extrémité des fortifications de Vauban aux limites de la Madeleine et de Saint-André, sur un site qui a d'abord été un délaissé, dans lequel la nature a pris ses droits, s'est installée. Et c'est au milieu des années 80 que, dans le cadre de
l'atelier populaire d'urbanisme de Lille, du Vieux-Lille précisément. Donc un groupe d'habitants a décidé de s'emparer, en tout cas de s'emparer de la gestion de ce site, en même temps, à l'époque, y compris, je crois, de manière assez protectrice, pour éviter que des projets, notamment d'urbanisation, ou des projets agressifs par rapport à ce site qui était devenu un site naturel, ne soient envisagés. Et donc, ce sont des habitants donc qui commencent à le prendre en charge. Ils répondent à ce moment-là, d'ailleurs, à un appel à projet du ministère de l'Environnement, comme on disait à l'époque. Donc, et ils sont lauréats de ce concours. Et c'est le premier jardin écologique de France qui a été constitué dans la gamme de tous les jardins botaniques. Donc, c'est une catégorie de jardins. Enfin, je parle sans doute ici à des gens bien plus spécialisés que moi. Mais donc, avec évidemment, le rapport avec le lieu comme il s'est naturé, qui est un élément fondamental, et avec une dimension, on peut dire, de pédagogie, d'apprentissage de la relation à la nature, qui est quand même au cœur du projet de ce jardin. Donc, c'est un endroit dans lequel, je vais le dire tout de suite, dans lequel on cultive un tout petit peu, mais pour plutôt être un support finalement d'un travail de sensibilisation des visiteurs. Donc c'est plutôt un support et un prétexte au travail plus fondamental, puisque la gestion, alors j'ai pas parcouru toute l'histoire, mais cette association, la première en tout cas, donc a tracé des premiers sentiers, a permis donc d'organiser des visites, a pris soin, on va dire, du site, là aussi un peu équipé notamment avec la réalisation d'une mare pour créer un lieu humide. Tout ça, c'est sur 2,5 hectares, donc c'est quand même pas tout à fait petit, et avec des éléments qui constituent le biotope finalement de ce jardin, enfin des biotopes plus exactement, avec une présence très importante de l'eau, puisqu'il y a le reste d'une petite rivière qui s'appelle la Tortue, et donc qui parcourt quasiment le jardin de part en part. Il y a une forme, on va dire, d'étagement du jardin, puisqu'il y a une butte qui a été constituée il y a maintenant bien des années, mais pour permettre l'installation d'une ligne de chemin de fer qui allait vers les abattoirs de la ville de Lille, et donc il reste évidemment cette butte et le chemin de fer. Et puis ensuite, il y a toute la partie boisée et les sous-bois, puisqu'on est vraiment dans un contexte de forêt urbaine. Voilà, donc je le dis, alors l'association lisière, effectivement, a repris la gestion de ce jardin à partir de 2016, et donc aujourd'hui, ce sont de la même manière et dans la continuité de l'esprit initial de l'association, donc des habitants. Nous ne sommes pas des spécialistes, hein, nous ne sommes pas des écologues, nous ne sommes pas, voilà, nous sommes juste des habitants qui voulons nous occuper de cet espace de nature. Donc la partie jardinage, en quelque sorte, elle est voilà, plutôt le prétexte à développer une relation avec les visiteurs, et aussi tout un certain nombre de sensibilisations, donc là en l'occurrence aux plantes, mais il y a toute une partie de la forêt, puisque c'est comme ça aussi que nous l'appelons, qui est laissée à sa libre évolution, donc, dans laquelle le choix est justement de quasiment pas intervenir, et donc il y a quasiment tout un espace qui est aujourd'hui, on peut le dire, en réserve naturelle totale, et dans lesquels d'ailleurs nous-mêmes allons pas. Voilà, donc ce jardin s'appelle jardin écologique, voilà, mais c'est d'ailleurs un débat qu'on a de temps en temps, mais voilà, c'est son nom, donc on garde évidemment ce nom, mais c'est vrai qu'il a plutôt le statut d'une forêt, évidemment d'un jardin forêt, avec notre projet qui est vraiment de travailler sur cette dimension du rapport à la nature sauvage dans la ville, on est vraiment là dans ce contexte, ce qui ne nous empêche pas d'avoir sur le site, qui s'appelle le site de la Poterne, hein, l'endroit où nous nous situons, des voisins jardiniers, là pour le coup, et donc dans la tradition des jardins ouvriers, on disait ça avant, des jardins familiaux, et donc qui sont d'ailleurs eux-mêmes impliqués avec nous dans tout un certain nombre d'événements. Voilà, et donc c'est vrai que cette dimension des jardins ouvriers familiaux dans nos villes, ça s'inscrit aussi dans l'histoire c'est un élément du patrimoine d'ailleurs hein, de nos villes, puisque c'est en partie ici que sont nées tout un certain nombre d'initiatives dans le contexte voilà, ouvrier du début du XXe siècle, avec la création de ces jardins. On a dans cette région le plus grand jardin, la plus grande association de jardiniers
de France, qui est à Roubaix-Tourcoing, et là qui sont vraiment des jardiniers comme tu en parlais, c'est-à-dire des parcelles qui sont cultivées, évidemment prétexte aussi à des tas de relations, puisqu'il y a là non seulement une grande diversité de végétaux, mais aussi une grande diversité de populations qui s'y croisent et donc qui cultivent aussi une certaine manière de vivre ensemble, puisque c'est un terme qu'on utilise souvent. Merci. Oui, j'en profite donc juste pour rajouter un petit mot, effectivement, comme tu l'as souligné, sur que j'avais introduit sur les agricultures urbaines. Donc si j'utilise au pluriel, c'est effectivement parce qu'il y a une quantité de réalités, voilà, c'est très riche. Derrière ce grand terme, il y a des jardins donc potagers, familiaux, partagés. Et les jardins partagés qui sont plus proches de ceux dont on parle aujourd'hui sont ces associations, effectivement, qui naissent dans les années 90 en France, avec cette dimension collective et qui deviennent souvent associations et qui sont différentes donc des jardins familiaux qui eux naissent des jardins ouvriers et qui ont une autre forme et qui sont donnés par parcelles individuelles, par foyer, etc. Donc là, on est vraiment sur cette dynamique aussi collective qui nous intéresse autour de se cultiver en ville de manière voilà, collective avec toutes les autres dimensions de sensibilisation, etc. Et donc, on va écouter Caroline qui va, elle, un petit peu on va un petit peu élargir la question donc, et aller faire un petit pas, pas vraiment de côté, mais disons complémentaire sur cette question-là, c'est donc la démarche Design for Change. Comme ça, tu peux un peu nous expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière ça et comment peut-être tu as rencontré voilà, le lien en tout cas entre cette démarche et les enjeux de jardinage en ville, de ferme urbaine, ces sujets-là. Merci. Alors, Design for Change, peut-être pour reprendre sa genèse et la raison de sa création, donc autour de 2010, il nous a semblé intéressant que le design se positionne davantage sur des enjeux de société et pas que dans le secteur du développement économique et de l'industrie. Parce que quand vous demandez à quelqu'un autour de vous dans la rue qu'est-ce que le design, on va toujours vous citer un objet ou du mobilier. Enfin, vraiment, c'est le champ du design aujourd'hui est vraiment compris dans ce périmètre-là. Or, autant dans les formations que les agences de design sont beaucoup plus ouvertes à des enjeux de société. Et notamment, on dit qu'aujourd'hui, le design, c'est d'abord un sujet de questionnement. C'est-à-dire, il permet d'aider à questionner avant de résoudre ou de solutionner. Et donc, on a créé cette association Design for Change dans l'objectif d'accompagner justement des territoires, des collectivités, mais aussi potentiellement des entreprises ou des citoyens sur ces questions de nouvelles postures, nouvelles manières de faire, nouvelles manières de penser la société, plus inclusive, évidemment plus écologique et qui répond enfin, aujourd'hui aux urgences qui étaient peut-être moins évidentes en 2010, mais que on commençait à sentir apparaître. Donc on crée cette association et on s'est dit quel va être le modus operandi le plus efficace pour mettre cette question-là en œuvre. Et donc on a lancé un concours international de design en 2012, la première édition, avec l'idée d'associer justement cette génération émergente de designers, puisque c'est cette génération-là qui allait vivre dans le monde de demain, et de les associer au travers des écoles émanant de tous les territoires et de toutes les nations, puisqu'il y a aussi une question culturelle dans la réponse qu'on peut apporter. C'est-à-dire aborder, par exemple, le sujet de la ferme urbaine quand on vit à Bogota, quand on vit à Lille, quand on vit à Venise, on l'aborde évidemment pas de la même manière. Donc on a sollicité des écoles du monde entier, avec à peu près sur les 60 écoles qui faisaient partie de Design for Change, il y en avait une vingtaine qui répondaient chaque année avec des groupes d'étudiants plutôt niveau quasi diplômés sur 3 thématiques qui étaient proposées. Et les thématiques permettaient à la fois de réfléchir à la question d'une manière très globale et donc de mener un travail d'enquête et d'état de l'art sur cette question, mais aussi d'y apporter et de proposer dans le cadre du concours un projet très concret pour le territoire sur lequel on travaillait. Donc avec un cadre de référence permettant de mettre en application cette idée. Donc on a eu une première édition et puis une seconde. Pour la seconde édition, on s'est rapproché de Lille et de la métropole lilloise compte tenu de sa dynamique, mais aussi parce que
notamment à l'initiative de Michel-François Delannoy, avait été créé l'Île Design. Donc, avec un objectif de mettre le design au cœur de l'accompagnement économique pour ce qui est du design, et nous, on apportait plutôt une dimension plus sociétale. Donc, on a développé le concours avec l'Île Design, et à chaque édition, on proposait 3 thématiques qui allaient de la cohésion sociale, en passant par les ambiances, la requalification des commerces ou des friches industrielles, et notamment la question de la ferme urbaine. Et donc, je pourrais reboucler sur la ferme urbaine dans un deuxième temps. Merci. Alors, oui, c'est bon. Oui, donc voilà, ça permet parfaitement de faire le lien avec le deuxième tour de parole, où on se concentre plus sur les processus et démarches, donc vraiment comprendre, voilà, il y a plusieurs mots, de régénération urbaine, investir, enfin engager les gens dans le collectif, etc. Donc vraiment plus sur comment on s'inscrit dans le territoire, de quelle manière, avec les habitants, les collectivités, voire les acteurs privés. Donc voilà, Elena qui peut nous partager ce qui se passe à Turin sur ces questions. Alors, quand on a commencé à s'occuper de ce sujet, on a tout de suite compris que le potager urbain, c'était un outil de régénération de la ville et des communautés. Parce que tout d'abord, le potager, c'est un lieu où les gens se rencontrent, et donc on peut établir des relations sociales qui n'arrivent pas dans tous les lieux de la ville. Donc, ils ont un pouvoir assez important de ce point de vue. Et en plus, on a commencé à travailler sur le potager sur les toits, spécialement, parce que c'était aussi un outil du point de vue environnemental. Parce que, comme vous savez, les toitures vertes ont beaucoup de bénéfices au niveau de l'environnement. On a vu avant dans l'expo, il y a le problème des îlots de chaleur, par exemple, que les toitures vertes peuvent aider à baisser, ou bien la question du contrôle de l'eau, de la pluie, avec la toiture verte, tous ces problèmes-là sont très bien gérés. Et donc, on a commencé avec ce petit projet que vous voyez, c'est le premier toit qu'on a réalisé sur notre bureau. C'était une toiture en béton qui n'était pas utilisée. Et donc, tout d'un coup, pour nous, le sujet, c'était de réhabiliter des surfaces non utilisées ou sous-utilisées de la ville avec des lieux de communauté où on pouvait se rencontrer pour produire des choses. Ça, c'était le début d'une histoire qui est continuée. Et beaucoup des questions aujourd'hui s'entrecroisent dans le projet que nous on fait. Je veux montrer seulement un peu le plus complexe sur lequel on est toujours en train de travailler. C'est un bâtiment dans la banlieue de Turin. C'était une ancienne fonderie de propriété de la ville de Turin. Et on a commencé avec un potager sur le toit. Là, c'était comme avant le projet. On a vraiment mis en place un système qui, c'est comme, vous voyez ce dessin, c'est un espèce de jeu, on dit comme ça, qui permet de générer plusieurs choses. Donc, on commence avec ce projet d'un verdissement de la toiture, et toute cette histoire va générer d'autres choses. Et donc, on a mis en place un système qui, par exemple, a engagé des autres coopératives qui généralement travaillaient dans le vert, dans la ville. Par exemple, ils travaillaient avec, ils faisaient de l'insertion laborative des gens qui sortaient des prisons en les employant dans la gestion du vert de la ville. Et là, ils sont allés apprendre comment on pose la technologie du verre dans les toits chez chez un sujet qui est à Trieste qui produit ces matériaux pour les toitures. Ils ont appris comment faire ce travail-là. Donc, ils ont essayé de l'expérimenter dans ce projet-là. Et finalement, la coopérative maintenant a une autre possibilité de travail dans son secteur. Donc, c'était un travail d'innovation sociale pour nous.
Donc, les toitures vertes, c'était pas seulement un lieu où on pouvait améliorer l'environnement, mais c'était surtout un enjeu pour de l'innovation sociale dans cet espace. Et alors là, le chantier, c'était un chantier participé. Aujourd'hui, ce lieu-là a abouti à un projet de tiers-lieu. Donc, à partir de cette toiture, tout le building qui est une ancienne usine, comme je disais, a été transformé, est en train d'être transformé dans un tiers-lieu. Beaucoup de fonds de soutien économique sont arrivés grâce à ce projet-là. Donc, c'est vraiment une façon de partir d'un petit morceau de la ville qui n'est pas utilisé et agrandir le projet en impliquant toujours plus de gens. On avait pensé qu'on faisait cette potager sur le toit, on l'a réalisé en 2006 et puis on partait. Et on est toujours là. Aujourd'hui, on est en 2022 et on a beaucoup de projets qui sont partis de là. Aussi, en bas de cette toiture, il y a un restaurant. Et avec le restaurant, on a beaucoup de projets de cuisine aussi. Le thème de Julie, c'était aussi cuisiner dans la ville. Donc, je veux parler de ça parce que notre partenaire, c'est une coopérative sociale qui fait de l'insertion laborative avec des gens des jeunes surtout, qui ont des problèmes psychiatriques. Et donc, ils cuisinent dans ce restaurant, ils sont insérés dans la coopérative. Et avec eux, on a plein de projets qui sont liés, qui mettent en relation la cuisine et la toiture, le potager urbain qui est sur le toit. Et aussi, on a aussi on produit le miel aussi sur le toit, sur la toiture en face. Maintenant, on a un jardin avec des plants, avec des herbes naturelles, je ne sais pas comment on dit. Bon, des herbes mellifères qui sont faites pour les abeilles. Donc, on produit le miel. Et tous ces thèmes sont connectés dans cette idée nouvelle d'un projet qui est finalement un nouveau espace pour les habitants de ce quartier. On est dans la périphérie nord de Turin. Je ne sais pas combien de temps on a. Ça va, on tient bien le rythme pour l'instant. Tu pourras redévelopper dans le dernier tour de parole si tu veux. Donc merci, oui, c'est effectivement très synthétique et ça montre bien effectivement toute cette multifonctionnalité, tous ces différents aspects de ces projets. Donc maintenant, on va retourner vers Lille pour voir comment ces phénomènes autour du jardin écologique. Donc j'ai vu un petit peu dans la description, il y a plusieurs thématiques, l'art des jardins, l'urbanisme écologique et la participation citoyenne qui semblent être trois grands axes. Alors je ne sais pas si tu veux le dérouler dans ce sens-là ou pas, mais en tout cas voilà, sur comment impliquer, comment ça s'inscrit dans le territoire, comment ça se négocie ou pas avec les acteurs. Voilà. Alors, oui, d'abord, ce qui est peut-être intéressant de dire là, à ce moment, c'est que ce jardin, j'ai parlé évidemment de la dimension végétale, surtout les arbres, le sous-bois, les arbustes, les plantes, enfin, donc tout ce qui fait évidemment l'eau que j'évoquais tout à l'heure. Il y a quand même aussi une dimension sociale et humaine qui est présente dans ce jardin, y compris dans son histoire, puisque il y a un peintre, Jean Slivovsky, qui a parfois été présenté comme le facteur cheval de Lille, donc un peintre, je sais pas, qu'on classerait aujourd'hui un peu dans l'art brut, ou d'une certaine manière aussi dans une forme d'art naïf, et donc qui était installé là, juste à côté, et donc une partie effectivement du travail qui était fait par l'association avant nous a consisté avec une autre association qui travaille sur la mémoire de ce peintre, d'installer dans le jardin des reproductions de l'œuvre. Alors malheureusement la tempête du mois de février a dégagé tout ça, et donc on est en ce moment en contact avec cette association pour voir comment on continue aussi cette histoire-là. Pour nous, c'est très important de tenir aussi ces aspects-là de l'histoire de ce lieu. Un autre aspect, c'est qu'il y a un magnifique figuier dans le jardin, à l'entrée du jardin, et sous ce figuier a longtemps vécu une personne d'origine algérienne qui vivait là, vraiment immigrée dans une situation voilà, de quasi-clandestinité. Donc cette dimension-là aussi, elle fait l'objet, par exemple, de tout un travail avec Art
connexion, où des artistes ont travaillé sur ce thème de la clandestinité, en installant des petites œuvres qui ont fait l'objet d'ateliers participatifs. Donc on a créé sous forme céramique d'ailleurs des toutes petites sortes de reproductions de petites plantes qui étaient un peu cachées dans le jardin, dans la forêt. Voilà, en travaillant sur cet aspect-là aussi de la mémoire de l'histoire du jardin autour de cette dimension sociale et humaine. Voilà, je le dis parce que c'est des dimensions qui pour nous sont aussi très très importantes. Et on parlait de cuisine, et donc effectivement, dans l'année qui vient de s'écouler, on a donc il y a eu un épisode douloureux pour les bénévoles et les militants, on va dire, du jardin écologique en 2020, puisqu'il y avait une cuisine qui avait été réalisée par les bénévoles de l'association, et cette cuisine, avec un four à pain, etc., donc, a été détruite, incendiée volontairement pendant le confinement, puisqu'on ne pouvait plus y aller, mais le jardin était en même temps un peu investi, et c'était un coup très dur pour les bénévoles qui portaient cette association dans toute cette période. Et donc on a décidé de reconstruire donc une cuisine. Ça a donné lieu à justement des chantiers participatifs. Donc l'idée c'était pas simplement de le faire en faisant appel à une société qui le ferait pour nous. Alors, il y a une association, CID, donc une ONG, donc, qui a travaillé avec nous sur la co-construction du projet de cette cuisine, puis des chantiers participatifs pour élaborer les briques avec lesquelles on a construit une partie des murs de cette cuisine, puis les fondations, et puis voilà, on a pu inaugurer au début, enfin au mois de, je dis le début, mais c'était à la fin du mois de septembre, cette nouvelle cuisine, donc qui évidemment se veut un lieu de vie, un lieu de partage, un lieu aussi qui accompagne des événements, puisque dans le jardin il y a aussi des événements, mais dans la partie qui se situe à l'entrée du jardin, où il y a des espaces, à côté du jardin expérimental que j'évoquais tout à l'heure, des plateformes, des espaces qui permettent un concert à l'occasion de cette inauguration. Il y aura une conteuse qui viendra donc au moment du solstice d'hiver, donc le 11 décembre prochain. Voilà. Donc ça, c'est dans les espaces qui sont à l'entrée, qui sont dévoués et dévolus à ces activités de nature, oui, on va dire, participative, sociale, d'échange. Et puis ensuite, voilà, plus on pénètre dans le jardin, plus on s'enfonce dans la forêt, moins il y a d'aménagement, et plus, je le redis, on laisse la nature dans sa libre évolution. Ce qui nécessite d'ailleurs aussi, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, je vais arrêter là, aussi tout un travail d'explication. Parce qu'on voyait tout à l'heure d'ailleurs sur les photos un amoncellement de bois donc, qui était là un peu organisé, mais il y a du bois qui tombe, celui-là est organisé évidemment, mais donc il y a des tas de branches, de troncs qui peuvent être par terre ou qui sont dans l'eau, et on se rend compte que pour les visiteurs c'est quand même toujours un élément un peu troublant, puisqu'ils l'interprètent comme une sorte d'abandon, en disant mais finalement donc pourquoi vous ramassez pas tout ça, pourquoi ça a l'air d'être comme ça laissé à l'abandon. Et donc nous expliquons qu'évidemment quand une souche est laissée en place, elle est évidemment le réceptacle et le support de toute une vie, et que c'est ça aussi que l'on fait vivre dans cette forêt. Voilà, mais donc cette dimension de effectivement histoire sociale présente, et qu'on doit continuer à raconter, et lieux de vie dans lesquels on organise aussi, à travers par exemple cette cuisine, donc des occasions de partage, c'est vraiment partie intégrante de ce que nous souhaitons développer donc dans l'association Lisière. Merci. Et donc maintenant on va passer donc à Caroline qui va parler un peu plus donc toujours de cette question du design et de comment ça a été mis en œuvre autour des enjeux de ferme urbaine, donc pouvoir comment c'est appliqué à ces sujets-là, et un parcours original en tout cas qui implique différents acteurs, et donc voilà, nous sommes tout. Donc effectivement, parmi les thèmes qui étaient proposés, il y avait celui de l'agriculture en ville, la ferme urbaine, et
Au moment où parce que jusqu'à présent, entre 2012 et 2014, quelque part, les projets qui étaient pensés pour ce territoire, puisque tous les étudiants venaient au démarrage du concours pour rencontrer les acteurs, s'immerger dans le contexte, comprendre bien les enjeux, comprendre aussi les enjeux autour d'un colloque, se retrouver à proposer des projets qui avaient une portée innovante et qui pouvaient permettre de changer les choses, sauf qu'on ne les mettait pas en application. Et quand PI 3000 a lancé sa saison autour de Renaissance, ils nous ont demandé de piocher aussi dans les projets du concours pour voir qu'est-ce qu'on aurait pu mettre en œuvre comme une renaissance. Et donc parmi les projets, il y a celui effectivement de la ferme urbaine de la gare Saint-Sauveur, qui à l'époque, vous le voyez sur les images, ressemblait encore à cette friche. Donc là, on est justement du côté de tout cet espace un peu aménagé, paysager. Donc on a décidé pour mettre en œuvre les projets de ne pas seulement travailler avec ceux qui avaient les meilleurs projets, mais de réunir l'ensemble des étudiants qui avaient fait des propositions sur le sujet de la ferme urbaine. Donc on les a réunis sur des sessions de 10-15 jours chacun, donc c'est une grosse organisation parce qu'à chaque fois arrivent des groupes de 15-20 étudiants encadrés par leurs professeurs, avec une mobilisation des experts ici, pour que effectivement on puisse mettre en œuvre le projet, mais pas uniquement pour un événement, mais d'une manière tout à fait durable. Et donc là, on a invité, voilà, donc Johan Tison, l'écologue de la ville, bien sûr, et puis l'ensemble des étudiants. Donc on était à chaque fois une trentaine pour commencer à imaginer ce que pourrait être l'incarnation de leur projet, mais sur ce terrain-là, et comment, à partir de leurs idées, ils pouvaient aussi la retravailler pour faire un objet collectif. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que ce terrain de jeu devient un espace du commun, comme l'est le jardin écologique de Lille. Et ça, je pense que c'est vraiment fondamental, c'est que s'il n'y a pas un espace où on peut effectivement entrer en action de manière collective, c'est-à-dire sans terrain de jeu, tout ça reste à l'état d'idées et de concepts. Donc voilà, on a mené tous ces workshops, je vais vous montrer un peu le résultat. Au moment de 2015, donc pour Renaissance, l'idée a été de s'associer évidemment à la ville, et c'est là où la ville est arrivée, parce que l'ensemble des workshops étaient financés par Lille 3000, Design for Change et en partie Lille Design, pour que, une fois le projet dessiné, conçu et prêt à être réalisé, la ville puisse elle aussi accompagner cette réalisation, et notamment le financement de tous les bacs, etc. On a travaillé sur évidemment d'une culture hors sol, puisque les terrains sont pollués et que dans le délai qu'on avait, qui nous était imparti, on n'avait pas du tout le choix. L'objectif, c'était pas seulement de faire un jardin potager, c'était aussi à la fois d'initier les communautés avoisinantes du quartier, mais aussi plus largement, puisque les jardins étaient après posés dans tous les quartiers lillois, les sensibiliser à la question du végétal, de qu'est-ce qui pousse quand, mais aussi et surtout à la question de on plante dans quelle terre et avec quelles graines. Parce qu'on entend, on a tous lu Vandana Shiva, on sait tous que il y a qu'aujourd'hui, quand on achète des graines, elles sont contrôlées, elles ne sont pas toujours reproductibles. Enfin, il y a toutes ces questions-là qui sont en jeu, et donc on voulait absolument, impérativement, que la terre soit une terre de qualité et en partie vraiment contrôlée, mais aussi que les graines qui étaient distribuées au public au moment de l'inauguration au mois de mai soient des graines reproductibles et qu'ils aient conscience de ce qu'ils allaient utiliser comme graines. Johan Tison avait proposé aussi d'aller chercher des espèces pionnières du côté de la citadelle qui ont aussi été plantées. Et donc on avait aménagé toute la partie de l'esplanade qui créait comme une sorte d'appel avec une grainothèque, un comptoir à graines où aller récupérer ces graines, les faire germer, donc avec des tas de tutos pédagogiques pour savoir comment faire germer ces graines, avec toutes les variétés là qui étaient présentées, et les gens revenaient un mois plus tard avec leurs petits godets de graines qu'on a plantés dans ces bacs. Donc c'est comme ça qu'a démarré la ferme urbaine de Saint-Sauveur, avec des bacs aussi dans les quartiers. Donc une initiation des enfants, les écoles ont été mobilisées, et aujourd'hui ça continue sur le même modèle, c'est-à-dire de distribution de graines, et puis chacun vient entretenir son bac.
avec quand même une difficulté, c'est que comme on peut le voir aussi avec la plaine de la Poterne, hein, sur les potagers, la plaine de la Poterne, c'est 2 ans hein, d'attente, de liste d'attente pour pouvoir avoir son potager. Ici, c'est moins long, mais le bac fait 1 mètre carré. Donc, effectivement, c'est vraiment une démarche collective de se retrouver autour de ce jardin et de pouvoir cultiver ensemble et d'en faire ce qu'on veut aussi, de choisir ce qu'on plante. Mais c'est aussi, je pense, depuis le confinement, un vrai désir de renouer avec la nature et de mettre les mains dans la terre. Et ça, on le voit de manière assez manifeste dans le cadre du jardin écologique. C'est qu'il y a des gens qui sont plus réguliers que d'autres, notamment ceux qui souhaitent adhérer. Mais les autres, je pense qu'il y a à la fois ce besoin de nature, ce besoin de le faire ensemble, et le besoin de s'engager dans une action concrète qui dépasse il faudrait faire, on entend ça, mais ça c'est pas bien, mais ce serait mieux comme ça. Ben là, on offre l'occasion de faire. Et je pense qu'on pourrait encore aller plus loin. Notamment, on en parle de temps en temps ici avec la ferme urbaine, c'est-à-dire de pas seulement se limiter à planter quelques courgettes et des herbes aromatiques, parce qu'on voit bien que sur des périmètres aussi petits, ça nourrit personne, mais peut-être aussi d'aller un peu plus loin dans l'initiation. C'est-à-dire, vous vous souvenez de ce livre de Emanuele Coccia qui commence La vie des plantes par le constat que tous les enfants savent reconnaître des animaux qu'ils n'ont jamais vus de leur vie. En revanche, la plante, si elle n'est pas achetée chez le fleuriste, ils ne savent pas du tout comment ça s'appelle. Et voire, ils pensent que les tomates poussent dans des barquettes, quand même, pour certains d'entre eux. Donc comment aussi ces espaces-là sont des espaces où on apprend, mais pas juste les 4 variétés qu'on trouve chez le primeur, aussi, hein, on va un petit peu plus loin. Et je pense que là, il y a un terreau pour ça. Voilà. Après, vous allez me dire pourquoi des designers travaillent sur des projets comme ça, c'est pourquoi pas des paysagistes. Parce qu'en fait, les designers font le lien entre toutes ces questions, c'est-à-dire la provenance des graines, quand on fait pousser un champignon, qu'est-ce que ça peut devenir? C'est pas seulement consommable, c'est aussi un matériau pour faire des briques, pour l'architecture, etc., etc. Et donc dans le projet Farm for Change, il y a tout ça qui a été en jachère, prête à éclore et à être développée avec vraiment même une démarche très innovante et qui a été simplement arrêtée au niveau du potager parce que sans doute plus lisible et plus compréhensible pour une collectivité. Mais du coup, je me permets quand même une question. Comment vous faites pour faire le lien entre cette association que vous portez, la ville qui met à disposition des espaces et les collectifs? Parce que je pense que ici en France, c'est vraiment le sujet. Oui, c'est aussi chez nous, c'est vraiment le sujet, parce que quand on commence à réaliser avec des gens, des autres citoyens des potagers, on se pose tout de suite la question de qui va les entretenir dans le temps, parce que c'est assez facile d'engager des gens pour un projet, mais c'est beaucoup plus difficile que ces lieux soient bien entretenus dans le temps, surtout si on n'a pas l'argent aussi pour les soutenir. Donc, ce que nous on fait, on travaille beaucoup avec des organisations de privés qui sont des fois ils sont des partenaires dans les projets. Par exemple, ce que tu disais avant, l'expérience plus simile qu'on a, c'est un jardin, un très grand jardin, c'est pas sur le toit, c'est un grand jardin en terre, à côté d'un magasin Leroy Merlin. Et eux, ils ont mis à disposition l'espace et aussi la possibilité d'engager les clients du magasin pour réaliser tous ensemble cet espace. Donc, on a vraiment construit avec eux, on a fait un projet qui s'appelait Orto Fai da Noi, ça veut dire potager fait par nous. C'est un modèle qu'on a mis en place avec Leroy Merlin et maintenant, ils sont en train de le proposer dans d'autres magasins, dans d'autres villes d'Italie. Et l'idée, c'était de prendre tous les grands centres commerciaux ont des espaces énormes autour qui ne sont pas utilisés. Et donc, on a pris cet espace, c'était presque 2000 mètres carrés. On l'a redonné, comment on dit, réorganisé. Et on a fait un appel aux gens qui fréquentaient les supermarchés pour
leur dire, vous voulez un morceau d'un jardin collectif qu'on peut cultiver ensemble. Et on a eu beaucoup de personnes qui l'ont demandé. Et le travail qu'on a fait avec le roi Merlin, c'était de construire la communauté des gens. Donc c'était un travail de community engagement. Ça veut dire qu'on a imaginé aussi que tous ces gens devaient être des âges différents. Pas seulement en Italie, beaucoup de fois, s'il y a ce genre de projets, ce sont plutôt les personnes âgées qui vont prendre les parcelles. Là, l'idée, c'était d'avoir une mixité aussi au niveau d'âge des gens. Donc, il y avait des très jeunes qui avaient pris des parcelles, des gens de moyen âge, des gens plus âgés qui venaient, par exemple, du sud de l'Italie et avaient des connaissances de comment cultiver. Donc, tout le monde ensemble apportait des connaissances et on a bâti la communauté. Donc, c'était pas seulement bâtir les jardins, c'était bâtir la communauté avec beaucoup de travail sur les champs. Chaque semaine, il y avait l'agronome qui travaillait avec nous, qui allait chez eux et leur expliquait si quelqu'un avait besoin de savoir quelque chose, il était là sur la place pour expliquer. Et on a formé des groupes, on a fait un groupe WhatsApp pour communiquer avec eux. Donc, c'était un travail très, très long. Et après un moment, ça fonctionnait. Et donc, il n'y avait plus rien à faire. Sinon, s'ils avaient des problèmes, ils s'est adressé directement au magasin. Mais sinon, tout allait bien. Si quelqu'un abandonnait une parcelle parce qu'il n'avait plus le temps de les entretenir, il y a une liste d'attente. Donc, il y avait d'autres qui entraient dedans. Et la communauté, c'était à géométrie variable. Donc, il y avait des gens qui sortaient, des gens qui entraient. Mais le travail qu'on avait fait au début, c'était important pour ça, parce que on a travaillé vraiment sur la construction de la communauté. Et ça, c'est même les autres potagers qui travaillent sur ça. Turin travaille beaucoup avec les volontaires sur ça. C'est très compliqué, mais c'est la seule possibilité pour que les jardins soient bien entretenus. Merci. Donc moi j'avais aussi une question pour toi. Donc tu gardes le micro pour l'instant. Donc on avait un peu discuté sur l'enjeu de ces questions et de ces espaces-là comme forme de commun. Donc il y a un peu ces questions, voilà, aussi comme politiquement ou voilà, qu'est-ce que ça peut porter comme autre forme de représentation et d'appropriation de ces espaces. Et éventuellement, si tu peux élargir aussi, donc pas forcément sur ce que tu fais, mais sur d'autres formes que tu vois dans la ville, des gens qui peuvent être peut-être critiques de ces manières de collaborer avec certains acteurs, et voilà, parler aussi du fait que c'est une manière parmi d'autres, et élargir un petit peu le propos. À Turin, on se pose beaucoup la question de ce genre d'espace et comment les communautés peuvent devenir protagonistes dans la régénération des parties de la ville. On a eu récemment un projet très grand qui s'appelle EcoCity. J'ai vu qu'il est aussi cité ici dans le dossier. EcoCity, c'est un projet européen que la ville de Turin a conduit dans les dernières années et qui s'est basé justement sur le règlement de biens communs, s'appelle. Donc, c'était un règlement qui a été approuvé à Turin récemment et aussi dans d'autres villes de l'Italie, qui permet aux gens, aux citoyens, même pas des associations, ils peuvent être aussi des citoyens actifs, de prendre en charge des parties publiques de la ville et de le gérer avec une situation où ils sont au même niveau avec l'administration. Donc, c'est une façon juridique, peut-être tu peux l'expliquer mieux parce que tu t'occupes de ces questions, mais c'est une façon juridique de poser l'administration au même niveau avec les citoyens et de gérer ensemble des espaces. Donc avec ce projet-là, beaucoup d'espaces qui étaient presque abandonnés ou même des petits jardins que personne n'entretenait ont été pris par des citoyens, des associations, mais aussi des citoyens qui sont rentrés dans ces groupes. Et maintenant, il y a des pactes de collaboration, ça s'appelle comme ça, pacte de collaboration, entre ces citoyens et l'administration. Et ça marche très bien. Ça marche très bien pour les potagers parce que ce sont des espaces où c'est assez facile de le gérer si on a une communauté qui fonctionne, un petit peu d'argent par la ville, par exemple, pour acheter des outils, des choses comme ça. Il y a même des
Ils ont créé des lieux où tu peux aller chercher, si tu as besoin d'un outil particulier, tu peux aller le chercher, puis tu le ramènes. Donc, il y a une relation très forte entre tous ces espaces. Et la ville le commune est très intéressée à pousser ce genre d'initiative. Même avec le réseau de Orme dont je parlais avant, on est bien soutenu par, pas économiquement, mais on a un rôle dans la ville. Donc, on est toujours un acteur plus important au niveau de advocacy dans la ville. On est plus écouté. Donc, c'est important parce que on est né comme des associations spontanées qui se sont mis en réseau. Maintenant, on est un sujet toujours plus politique. Et ça, c'est intéressant. Il y a aussi des jeunes, parce que la plupart ont nos âges. Donc, il y a aussi des potagers qui commencent à être entretenus par des gens beaucoup plus jeunes de nous. Et comme je disais à Victoria avant, beaucoup de fois, ils sont un peu critiques sur la façon dont ces organisations, par exemple, sont soutenues par des fondations bancaires, cherchent l'argent par des privés comme Leroy Merlin ou Italie, on travaille aussi avec Italie ou avec Carrefour, des sujets-là. Donc, c'est juste qu'ils sont plus critiques parce que je crois qu'il y a il faut avoir d'autres formes d'espace politique aussi pour ce genre d'expérience. Il faut vraiment les trouver ensemble. Mais à présent, ça marche un peu comme ça. C'est toujours très difficile de mettre ensemble des ressources pour gérer tous ces projets. Et donc, il faut vraiment avoir des partenaires je crois que le Leroy Merlin, je ne sais pas en France, mais à Turin, ils ont engagé un projet de corporate social responsibility très important et travaillent très bien sur le territoire. Donc, je ne sais pas de greenwashing comme beaucoup de gens pensent, c'est absolument pas ça. Je trouve qu'ils ont fait pas seulement avec les potagers, mais aussi avec beaucoup d'autres projets d'innovation sociale. Ils sont très actifs dans les territoires, dans les villes italiennes. Donc, bon, c'est un peu ça. Merci. Ouais, bah très bien, très riche comme réponse. Et effectivement, ça couvre un peu tous ces enjeux, la complexité aussi des compositions, peut-être des partenariats et comment on doit négocier un peu vu l'état des politiques et de l'économie aujourd'hui, comment on évolue pour faire émerger ces projets constructifs et collectifs. Donc juste comme tu m'as invité à le faire, mais très brièvement parce que sur les communs il y aurait beaucoup à dire. Il y a une littérature très riche et dans plein de disciplines différentes. Notamment économique avec Elinor Ostrom, mais aussi juridique. Et donc, ce qui est intéressant et à retenir, c'est qu'on peut remettre en cause la notion de propriété privée en particulier, et ça permet un peu de rebattre des choses qui sont établies, qui paraissent évidentes, et de distinguer la propriété du sol, de l'usage notamment, et de distinguer différents types d'usages. Donc, ça permet aussi la coexistence de différents types d'acteurs. C'est un outil qui peut être intéressant. C'est aussi mobilisé en sociologie et en sciences politiques comme un horizon, donc le commun peut-être au singulier, là comme manière de reconsidérer et dépasser le privé et le public, donc le marché et l'État, et aller au-delà et penser autrement l'organisation de la société. Mais voilà, ça pourrait donner lieu à une grande conférence. Donc je vais vous demander de, peut-être on va finir et ouvrir s'il y a quelques questions après à la salle. Sur les suites, les enjeux, parce que j'ai pu comprendre que ce jardin écologique qui a l'air déjà d'être très bien, mais il y a quand même des choses peut-être à améliorer, aller plus loin. Enfin voilà, où est-ce que vous en êtes et où est-ce qu'on va dans les temps qui viennent. Alors, peut-être d'abord, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, c'était peut-être évident dans ma tête, oui, mais c'est important de le partager, c'est que ce jardin, c'est une propriété municipale. C'est une propriété de la ville et en partie une propriété aussi de l'armée, puisqu'on est dans l'environnement des fondations de Vauban encore occupées en partie par l'armée, et donc il y a une partie du jardin, on l'a découvert il n'y a pas très longtemps, au moment de la tempête, puisqu'on a vu arriver le responsable du foncier militaire là de l'île, il nous a prévenu qu'il allait traiter un certain nombre d'arbres qui étaient tombés. On pensait que c'était en fait dans le jardin propriété municipale, mais en fait c'était la propriété de l'armée.
Bon, voilà, donc on est dans une propriété publique, je pense que c'est quand même un élément important par rapport au sujet des communs. Et le choix de la ville, pour le moment, même s'il y a eu des épisodes différents, ça a été donc, après un appel à projet qui a été lancé en 2015, puisque le jardin était fermé pendant plusieurs années, et donc lancé un appel à projet. C'est d'ailleurs une association ils ont créé Lisière, donc de jeunes paysagistes qui ont répondu et gagné cet appel à projet, et avec comme dimension de ce projet le fait que, au-delà d'eux, qui portaient le projet dans un premier temps, leur souhait était que ce soit des habitants qui ensuite s'emparent de la gestion de ce jardin dans un cadre conventionnel avec la ville. Voilà, donc je pense que c'est important par rapport au sujet du commun, c'est qu'aujourd'hui on est effectivement sur une propriété publique, et le choix qui est fait, c'est de permettre à des habitants de gérer, d'ouvrir, donc puisque ce jardin est ouvert donc une fois par semaine, le dimanche après-midi, dans l'état actuel des choses. Le reste du temps, il est fermé, y compris d'ailleurs du fait qu'il a ce statut aussi un peu de réserve naturelle, et donc si les visiteurs y sont les bienvenus, évidemment, nous sommes aussi des vivants, et qu'on a notre place dans cet espace du vivant. En même temps, il y a aussi une retenue dans la présence humaine pour aussi laisser se développer les autres vivants, non humains. Voilà, donc ça c'est... Alors dans les perspectives, aujourd'hui, donc il y a eu des hauts et des bas, hein, comme dans beaucoup de vies associatives. Je le disais tout à l'heure, il y a eu vraiment cet épisode post-Covid qui a été vraiment un coup très dur pour les militants, on va dire, les bénévoles qui portaient cette histoire. Et moi, quand j'ai rejoint l'association, il y avait vraiment une poignée de personnes qui tenaient cette histoire à bout de bras. Et puis voilà, il y a eu un renouvellement, et donc un nouveau CA là, qui s'est constitué dans vraiment la continuité de ce qui a été fait précédemment. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce sujet qu'on a débattu lors de l'Assemblée générale, qui était pour nous très important de positionner au cœur du projet, c'est que voilà, on n'est pas nous des jardiniers, même si vous voyez un petit peu de production là de ce jardin expérimental qu'on partage. On est vraiment là visiteurs ou jardiniers d'un jour. On partage évidemment tout ce qui est produit dans ce jardin expérimental. On a de l'équipement pour nous permettre d'entretenir le jardin, et donc pour ça il y a un plan guide, il y a un plan d'entretien du jardin qui est établi régulièrement avec l'écologue de la ville de Lille, Joanne Tison, que Caroline évoquait tout à l'heure. Donc on sait aussi ce qu'on a à faire, ce qu'il ne faut pas faire, et donc notre ambition aujourd'hui c'est à la fois de pouvoir l'ouvrir, et sans doute de l'ouvrir davantage, parce que une demi-journée par semaine, ça me paraît quand même un petit peu juste, et pour le quartier, par exemple, d'avoir une ouverture plus importante possible avec les écoles, avec le centre social, d'avoir des partenariats avec des associations comme ou d'autres, hein, voilà, enfin, faire en sorte quand même que ce soit aussi un lieu qui soit approprié, dans l'esprit maintenu et réaffirmé par nous, que c'est vraiment un lieu de la relation, et elle est intime, elle est subtile, elle est sensible aussi, avec la nature sauvage dans la ville. On a cette chance d'avoir cette parcelle de nature sauvage dans la ville, et ça, c'est aussi une sorte de trésor qu'on a, voilà, non seulement envie de partager, mais aussi dont on doit prendre soin. Voilà, donc il y a pour nous un des objectifs que nous avons, c'est de pouvoir intensifier le nombre de bénévoles donc au service de ce projet, de pouvoir aussi être sans doute plus mieux armé en quelque sorte avec du matériel, enfin, des supports, mais aussi du temps pour expliquer cette nature sauvage dans la ville. Donc cette dimension pédagogique, elle nous paraît nous absolument indispensable. Et puis voilà, laisser aussi la déambulation libre, laisser la méditation pour ceux qui ont envie de méditer, de s'isoler pour ceux qui ont envie de le faire, mais aussi que ça soit un lieu donc, dont peuvent s'emparer notamment les artistes. C'est cette dimension aussi qu'on souhaite pouvoir développer dans les projets de Lisière pour le jardin écologique, parce que nous on est au service de ce jardin forêt. Merci.
Je ne sais pas si, Caroline, tu veux ajouter quelque chose en tant que récente membre du CA de Lisières. Oui, puis un sujet, mais que Michel François évoquait, c'est-à-dire on entretient cette forêt, mais notre objectif, c'est d'y intervenir le moins possible. Donc, c'est pas d'en faire un jardin, c'est bien d'en faire un patrimoine vivant, d'en prendre soin, ça c'est certain. La partie potager nous aide aussi à mobiliser un public davantage, mais c'est vraiment le sujet qu'on s'est donné aussi au dernier conseil d'administration, c'est de dire notre objectif n'est pas de multiplier les aménagements, mais bien de laisser vivre cette forêt et d'en prendre soin. Merci beaucoup à tous les intervenants et à vous d'être venus.